L'honorable député de Manicouagan. Monsieur le Président, j'aborderai la présente intervention portant sur le projet de loi instituant la Semaine nationale des organismes de bienfaisance sous un angle permettant d'exposer la multiplicité des transferts graduels au secteur privé des responsabilités fondamentales du gouvernement. À cet effet, Monsieur le Président, ma courte expérience en cette Chambre m'a permis au cours des années de déceler une tangente au transfert des responsabilités, mais également à l'effacement de l'État et à la dissociation, à tout le moins des tentatives de distanciation de l'État de ses obligations envers les citoyens dans le cadre de la prestation de services. Et assez étrangement, Monsieur le Président, cette distanciation-là s'effectue au profit où on tente de transposer les responsabilités qui incombent au gouvernement à des entités paragouvernementales quelquefois, mais des entités qui ne sont pas redevables et qui ne sont pas questionnables aux yeux des citoyens. Je vais donc étayer mes propos durant cette intervention, Monsieur le Président. Vous serez en mesure de tirer vos propres conclusions. Bien que l'on ne puisse que saluer les efforts visant à accroître les dons charitables, une analyse approfondie de l'impact des mesures envisagées sur les recettes fédérales, sur le total des dons et sur leur distribution s'impose en regard de la conjoncture politique actuelle. Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je parle de délégation aveugle des paramètres d'implémentation des mesures s'inscrivant dans la politique publique, eh bien, je vais puiser dans ma propre expérience à titre de critique adjoint en matière aborigène. Encore ce matin, lorsque j'assistais au comité des matières aborigènes, comité des affaires aborigènes ce matin, on abordait la salubrité de l'eau potable sur les Premières Nations, sur les réserves. Eh bien, les interventions des témoins qui avaient été invités ce matin laissaient transparaître cette volonté à peine dissimulée du gouvernement de transposer ses obligations sur des organismes et sur des entités qui ne sont pas imputables assez souvent. Bien que dans le cas des conseils de bande, ils sont imputables envers les membres des Premières Nations, eh bien, dans ce cas-ci, on tente de transposer les obligations de l'État, des obligations qui lui incombent, qui incombent au gouvernement canadien en vertu de la relation fiduciaire qui s'observe entre la Couronne et les Premières Nations. Dans ce cas-ci, on tente de transposer ces obligations-là sur le dos des conseils de bande sans nécessairement transposer l'enveloppe budgétaire qui devrait y être associée également, Monsieur le Président. Eh bien, ce type de raisonnement-là, c'est applicable à bien d'autres domaines, pas simplement en matière aborigène. On a vu au cours des années que le gouvernement, les conservateurs, tentent tout simplement de se délester de ce poids-là et de le transposer aux voisins. Souvent, ce sont des matières qui jettent une lumière qui pourrait sembler plus ou moins favorable à certains, des matières qui sont hautement contestées et des matières qui sont au final couvertes par des médias, qui sont reprises par les instances internationales. Dans ce cas-ci, on parle de la salubrité de l'eau potable, mais dans le cas des œuvres de bienfaisance, on parle de prestations de services aux citoyens et ça jette une lumière qui est plus ou moins favorable au gouvernement. C'est la raison pour laquelle il y a cette distanciation-là, ou à tout le moins une volonté assez appréciable, assez évidente dans ce cas-ci. Donc, dans le cadre de cette intervention, Monsieur le Président, je vais donner des exemples concrets qui étayent cette position et qui montrent le caractère pernicieux au final de cette volonté et de ces mesures de distanciation-là qui sont appliquées sur une base quotidienne et de façon graduelle. On a vu qu'au cours de ces 2 années-là, je ne le sais pas pour le passé, je ne pourrais pas me prononcer, Monsieur le Président, mais à tout le moins, au cours de ce mandat-là, j'ai été en mesure de voir qu'il y avait ce désengagement progressif de l'État-là. Et ça va avoir des incidences pernicieuses pour l'ensemble de la population canadienne. Prenant en compte le climat de précarité économique sévissant au pays, il importe de condamner le retrait étatique graduel en matière de prestation de services aux citoyens. Le maintien et les investissements dans les programmes sociaux sont des impératifs à la réduction de la pression observable au niveau caritatif, le tout afin d'éviter qu'il ne se substitue aux services gouvernementaux essentiels. Surtout prenant en compte, Monsieur le Président, que les œuvres caritatives ne disposent pas nécessairement, tout comme les nations aborigènes, ne disposent pas nécessairement de l'enveloppe budgétaire pour assurer la prestation de services aux citoyens et ne sont pas toujours imputables, dépendamment toujours du degré et du lien avec les instances gouvernementales. Certaines œuvres caritatives ne sont tout simplement pas imputables. How convenient! Parce qu'au final, le gouvernement s'est départi de matières hautement
fortement contesté et peut donc faire patte blanche et tout simplement indiquer, regardez, ces matières-là ne m'incombent plus aujourd'hui puisque c'est un autre organisme qui a pris le tout en charge. Maintenant, Monsieur le Président, je vais puiser dans ma propre expérience. Je donne souvent dans l'empirique et je ne ferai pas exception aujourd'hui. Je vais revenir à ma propre pratique lorsque je travaillais à titre d'avocat pour l'aide juridique, mais également à mon compte lorsque j'étais au privé, lorsque j'ai ouvert mon propre cabinet en septembre ou en août 2010, eh bien, il m'arrivait de travailler bénévolement pour faire un peu plus glamour ou pour se donner, pour conférer un caractère de probité. On dit du pro bono. Dans le langage juridique, dans les locutions latines, on dit du pro bono. D'ailleurs, le barreau du Québec et les autres barreaux un peu partout au pays incitent largement leurs membres à effectuer du pro bono, du bénévolat. Donc, à certains niveaux, lorsque je faisais de la représentation criminelle, mais de façon plus prononcée, lorsque je faisais de la prestation de services pour les clients en santé mentale, il arrivait quelquefois que certains clients n'étaient pas admissibles à l'aide juridique pour des raisons soit financières ou pour des raisons d'adresse ou peu importe. Bref, dans certains dossiers, on avait déjà entamé un certain processus avec un client et en cours de route, je me rendais compte qu'il y avait un refus de la part de l'aide juridique, eh bien, je demeurais tout de même responsable du dossier. Je décidais tout simplement de continuer à offrir mes services à un client donné. Et ça, ce n'était pas simplement dans ce cas-ci, pour obtenir des avantages pécuniaires ou dans des fins mercantiles, mais bien parce que la situation réclamait mon aide et qu'il n'y avait tout simplement aucun autre avocat qui aurait pris ces dossiers-là de façon gracieuse. Donc, je fournissais les services et de façon désintéressée. Ça, je vais revenir, Monsieur le Président, lorsqu'on parle d'œuvres caritatives, lorsque l'on parle de bénévolat, lorsque l'on parle de pro bono, il faut toujours garder en tête le désintérêt. Ce n'est pas dans un but intéressé lorsque l'on fait du bénévolat ou du pro bono, c'est d'abord et avant tout afin de faire bénéficier l'ensemble de la population de nos services et de nos compétences d'abord et avant tout. Et dans mon cas bien précis, ça m'a été assez bénéfique puisque ma réputation s'en est vue haussée et j'aime penser que ça a été un des incitatifs ou à tout le moins un des éléments qui ont mené à mon élection en 2011, puisque la population était déjà au courant de mon désintéressement et du fait que je fournissais des services sur une base gracieuse à des gens qui étaient assez dépourvus et à des gens vulnérables au final. Maintenant, je voulais revenir sur cette notion, Monsieur le Président, de désintérêt. Certains avocats qui se disent autochtonistes rôdent souvent autour des conseils de bande parce que c'est lucratif. Eh bien, ces individus, certains avocats vont dire « je fais du pro bono dans votre dossier ». Assez étrangement, ce sont les mêmes individus qui vont charger 100 000 $ par mois à des bandes indiennes. Et donc, le pro bono, on repassera, Monsieur le Président. Je vous disais, c'est simplement un aparté, on appelle ça du obiter dictum, une autre locution latine qui dit simplement que je parle en marge, mais je voulais le prononcer aujourd'hui. Lorsque l'on fait du pro bono, il faut toujours garder à l'esprit que c'est désintéressé. Donc, je lance un message à mes amis autochtonistes. Au final, il m'importe de souligner que l'approche à préconiser en regard du sujet à l'étude en est une favorisant l'implémentation d'une politique caritative globale, cohérente et sur le long terme. Au-delà de l'aspect ostentatoire des mesures à l'étude, il convient d'apprécier le tout à la lumière du double discours conservateur. Sous des semblants magnanimes, des semblants humanistes, appuyés par d'onéreux battages publicitaires, l'application concrète de leur politique se traduit en rupture de financement et attaques dirigées à l'endroit des organismes qui défendent des positions à l'encontre des politiques du gouvernement. Maintenant, Monsieur le Président, c'est observable dans d'autres organismes autres que ceux œuvrant, d'autres œuvres que celles de bienfaisance. On voit que certains organismes et que certaines entités, et même certains conseils de bande, et même certaines entités claniques, qui sont plus ou moins favorables ou qui sont des libres penseurs et qui sont en mesure d'exprimer leur propre position, eh bien, ces gens-là sont assez mal perçus et assez étrangement, il y a aussi une rupture du financement qui leur est associée et un certain dédain de la part du gouvernement qui est exprimé à leur endroit. D'ailleurs, je reprendrai mes propres paroles. Lorsqu'il y avait une rencontre qui se voulait historique avec les peuples des Premières Nations, il y avait certains groupes qui ont fini sur le trottoir et qui ont été traités comme des indésirables. Eh bien, dans ce cas-ci, et certaines œuvres caritatives, on a vu au cours des années que certaines œuvres en particulier, il y a eu du cherry picking, certaines œuvres se sont vues tout simplement couper leur financement parce qu'ils étaient plus ou moins favorables ou à tout le moins exprimaient des positions qui
qui entrait en conflit avec l'idéologie qui est mise de l'avant par ce gouvernement et visiblement la liberté d'opinion et les libres penseurs en 2013. C'est assez mal perçu par les conservateurs. Sur ce, je vous soumets tout humblement.